Merci de vous informer sur Wolf TV. Bonsoir, bienvenue dans ce 20h. Au sommet, les transporteurs routiers du Sénégal et maliens en grève générale ce 10 février. L'application du règlement 14 de l'UEMOA est à l'origine de ce mouvement d'humeur. Ces transporteurs interpellent le gouvernement respectif dans ce 20h. Rien ne va plus entre les travailleurs et l'hôpital de Pikine et le directeur général de la structure hospitalière. Il reproche à cette dernière sa mauvaise gestion ainsi que son refus de payer les primes de motivation des employés. Le cri de détresse a suivi également dans ce journal. Et puis, colère des bacheliers non orientés, ils craignent pour leur avenir. Ils pointent du doigt le ministre de l'Enseignement supérieur qui, selon eux, néglige leur situation. Et puis, l'actualité de nos frontières, ce sera avec Issatine. Bonsoir et bienvenue dans ce 20h. Le transport routier paralysé le 10 février prochain. En conférence de presse ce lundi, l'Union des routiers du Sénégal et leurs homologues maliens joignent leurs forces pour dire non à l'application du règlement 14 de l'UEMOA. Suivons le reportage de Moussa Sen. L'Union des routiers du Sénégal, en collaboration avec les conducteurs routiers du Mali, menace d'aller en grève le 10 février prochain. L'Union des routiers du Sénégal, en partenariat avec le SYNACOR, le syndicat national des conducteurs routiers du Mali, ont eu un accord sur des points revendicatifs. S'il n'y a pas de négociation, ou bien des négociations nulles, les deux organisations iront en grève le 10 février 2020. Face à la presse, le syndicat des transports routiers d'hydrocarbures s'est dit très mécontent. Ces acteurs du transport dénoncent la situation dont ils sont victimes avec l'application du règlement 14 de l'UEMOA qui menace leurs activités. Cheikh Dieye est le président du STRH. Aujourd'hui, on a voulu se focaliser vraiment sur un problème focal qui est en train de mettre à terre nos entreprises. Que sans des entreprises nationales viables, tout est porté vers l'échec. Et le règlement 14, tel qu'il est appliqué aujourd'hui, nous conduit inéluctablement vers la disparition de nos entreprises. Au-delà des problèmes constatés par le syndicat des transports routiers d'hydrocarbures, le secrétaire général de l'Union des routiers du Sénégal, Gora Khouma, souligne d'autres revendications comme le prix du carburant, les postes de contrôle et le permis à points. Le premier point, c'est la réduction des postes de contrôle à 3, comme l'indiquait l'UEMOA. La mise sur pied des aires de repos dans toutes les grandes villes et la non-application du permis à points, puisque c'est la référence du Sénégal, c'est la France. Est-ce qu'on a les routes comme la France? Est-ce que les conditions des transporteurs sénégalais sont les mêmes avec la France? Nous demandons aussi la baisse du prix du carburant. Les acteurs du transport invitent le gouvernement à se pencher davantage sur les points de revendication pour plus de considération de leur secteur. En outre, les autorités sont appelées à revoir le règlement 14 pour le bon déroulement de leurs activités. Grève illimitée des transporteurs de conteneurs. Les commerçants déclarent que leurs activités sont plombées par cette situation. Ils exigent qu'un dialogue soit instauré entre les autorités et les grévistes pour l'intérêt de l'économie nationale. C'est Nabassa, un reportage. La grève illimitée des transporteurs de conteneurs qui dénoncent l'application du règlement 14 de l'UEMOA n'arrange pas certains clients, notamment les importateurs de conteneurs. Cheikh Thiam explique. Parce que nous Cette situation ne nous plaît pas du tout. C'est déjà très difficile d'avoir un conteneur de bagages en Europe. Si maintenant on nous crée d'autres problèmes ici, là ça devient compliqué. Cela constituera un blocage pour notre travail. Beaucoup de transitaires ne sont pas sérieux dans ce qu'ils font. Il faut que l'État prenne des mesures pour régler ce problème.
Retrouvé devant sa boutique, Modou Ndiaye nous liste les difficultés qu'il rencontre. Ce ne sont pas seulement les travailleurs du port autonome de Dakar qui seront victimes de cette grève, mais nous les petits commerçants aussi, nous allons en souffrir. Les bagages que nous achetions sont devenus beaucoup plus chers. En plus, l'importation de marchandises n'est pas facile. Le président Macky Sall doit savoir qu'il ne dirige pas des animaux, mais plutôt des humains. Il doit donc régler le problème des populations. Le Teranga, porte-parole des vendeurs de deux roues, invite l'État et les transporteurs à s'asseoir autour d'une table. C'est difficile pour nous, importateurs, car depuis le vendredi, ils n'ont pas levé le mot d'ordre de grève. Nos conteneurs sont dans le port, ce qui fait que nous sommes obligés chaque jour de payer des taxes. Nous prions au bon Dieu pour qu'il y ait un terrain d'entente entre les transporteurs et l'État, car c'est ce qui nous arrange tous. Selon nos interlocuteurs, cette situation est très difficile car les commerçants ne peuvent plus sortir leurs marchandises du port, ce qui les pousse à dire que les autorités doivent prendre des mesures idoines pour que le calme revienne. Sitting des travailleurs de l'hôpital de Pikine, ils réclament le paiement des primes de motivation, l'achat de médicaments, le fonctionnement du laboratoire et entre autres revendications. Ces travailleurs déplorent aussi la mauvaise gestion du directeur général, suivant le porte-parole du jour, Souleymane Bachir Meng, Beidi Souleymane Meng, au micro de Théodore Semedo. L'hôpital de Pikine, qui a été un joyau dans tout le département de Pikine, est en train de tomber en désuétude, qui est une conséquence de la mauvaise gestion, tant administrative que financière. La gestion administrative, nous sommes en train de voir que l'hôpital ne dispose plus de scanners. Les intrants au niveau du laboratoire sont en manque. Le labo ne fonctionne plus normalement. Le laboratoire manque d'intrants, de paramètres. Nous sommes en train d'envoyer certaines analyses au niveau de l'hôpital psychiatrique de Thiaroye ou du DS de Mbao, ce qui n'est pas normal parce que nous représentons un centre hospitalier national. Nous devons être une référence. Il y a le laboratoire, il y a le scanner qui est en panne depuis plus de 6 mois. Le bloc ne fonctionne plus normalement. Donc, dans la prise en charge des urgences dont faisait allusion le ministre, nous lui disons que l'hôpital manque de tout. Cette gestion-là ne peut pas être effective au niveau de notre hôpital parce qu'il y a une mauvaise gestion. Sur le plan financier aussi, depuis un certain moment, nous accusons des retards sur les primes d'intéressement. Les tiers payants ne sont plus payés depuis plus d'1 an. Il y a aussi des sanctions pécuniaires qui sont attribuées à certains de nos travailleurs. 2 de nos sages-femmes ont été affectés de manière arbitraire sur proposition du directeur. Et nous sommes en train de décrier cette gestion et cette anarchie au niveau de cet hôpital. Nous voulons que des négociations sérieuses soient ouvertes et des solutions pérennes soient prises pour que nous puissions arrêter le mouvement de grève. Nous avons déposé un préavis de grève. Bientôt, nous allons entrer en grève effective. Aujourd'hui, c'est un sitting. À la fin de ce sitting, nous allons évaluer et voir la suite à donner à ce mouvement. Le combat continue. Si nous manquons de tout, comment nous allons gérer ces patients-là? C'est nous mettre en mal avec ces patients. Nous demandons que tout ce qui doit être disponible soit sur place pour que cette gestion soit faite de façon satisfaisante. Les travailleurs retraités des chemins de fer Dakar-Bamako sortent de leur mutisme pour réclamer leurs indemnités qui s'élèvent à plus de 400 millions de francs CFA. Regroupés autour d'un collectif, ces ex-cheminots interpellent le chef de l'État Macky Sall et ils menacent de durcir le ton si leur situation ne change pas. Voici le porte-parole Aliou Sow au micro de Ibrahima Ndiaye. La motivation de ce point de presse n'est rien d'autre que le fait qu'on a à tenir en dehors de ces réunions au niveau de la région de Thiès, 2 réunions avec notre ministre de tutelle et le chargé des affaires ferroviaires. À la sortie de ces 2 réunions, nous avions pensé que notre pécule allait nous être remis avant la fin de la première quinzaine du mois de janvier. Malheureusement, c'est comme si toutes ces démarches, toutes ces tractations sont tombées dans les oreilles d'un sourd. En 2018, nous comptons 23 retraités plus 6 cas de décès. En 2019,
nous avons 50 cas de retraite plus 6 cas de décès. Bon, donc, pour une somme globale, vous m'excusez, globale de pratiquement 440 000, sinon 441 millions et poussière. Et là, vraiment, cette somme ne doit représenter rien pour un État vraiment qui se soucie de mettre à l'abri du besoin sa population. Nous interpellons directement le président de la République pour que cette situation-là soit décantée. Nous sommes des Sénégalais qui ont travaillé pendant plus de 30 ans légalement dans la loyauté. Et là, vraiment, je pense que nous réclamer notre indemnité de départ à la retraite, tout ce qu'on demande. Les bacheliers non orientés montent au créneau. Ils exigent du ministre de l'Enseignement supérieur plus de considération. D'après eux, ce dernier doit se pencher sur le sort des orientés. Ces détenteurs du premier diplôme universitaire comptent croiser le fer avec les autorités si rien n'est fait. Voici le porte-parole Souleymane Souley Diouf au micro de Moussa Sen. Nous tous, nous sommes des bacheliers non orientés pour le moment. Alors on est marre parce que nous attendons toujours mais actuellement rien ne va de soi. Donc nous tendons nos mains au ministère pour qu'il puisse nous aider parce que c'est difficile d'avoir un bac. Donc je crois que le rentasso, il devrait être tellement abordable. Et là, vraiment, c'est difficile pour nous. Et l'année tire à sa fin. Donc nous tous, nous sommes des citoyens. Alors moi, personnellement, j'avais fait une erreur lorsque je faisais mon demande d'admission. La dame qui m'avait fait, il m'avait fait sur le bac étranger. Alors je devrais bel et bien être dans le bac sénégalais. C'est ça qui me problème. Les autres gars n'ont pas reçu leur demande de validation. Nous déplorons vraiment cela. C'est tellement difficile parce que nos parents attendent toujours nos orientations alors que rien ne va recevoir pour le moment, comme je le dis. Donc le ministère a dit qu'il a orienté les 50 000 étudiants alors que tel n'est pas le cas. Parce que lorsque j'écrivais mon demande de dérogation, j'ai le numéro 4412. Et alors, ça fait presque 2 mois, parce que c'était au mois de novembre pour le moment. Actuellement, nous sommes plus de 50 personnes. J'ai regroupé, mais il y a des gens qui n'ont pas venu parce qu'ils sont à l'intérieur du Sénégal. C'est ça le problème. Mais vraiment, nous tendons au ministère pour qu'il accepte nos demandes de dérogation. Ouais, notre plan d'action, ce n'est que du mouvement quand même. Mais si on a fait cela et dans quelques jours, on n'a pas reçu nos intentions, on va mener notre combat. Parce qu'il y a des étudiants qui ont prêt à nous aider quand même. Et ils sont à l'intérieur. Donc, je sais qu'on est tous des Sénégalais. Voilà, c'est ça. Louga interdit de marcher par le préfet. Les membres du collectif Art Boulevard Abdou Diouf campent sur leur position. Face à la presse, ils se disent déterminés à saisir l'OFNAC et l'IGE sur la mauvaise gestion du maire Moustapha Diop. Suivant Amadou Niang, le porte-parole, il s'est entretenu avec Omar Kéré. Jusqu'au moment où nous vous parlons, nous ignorons le promoteur qui est derrière ce projet. Par souci donc de transparence, nous exigeons de la part du maire Moustapha Diop la publication des noms des membres du GIE, Degel, Ligeyou, PSE et Aliplay et du contrat signé par les 2 parties dans les meilleurs délais. Pourquoi les autorités veulent à tout prix empêcher les populations de manifester? On assisterait aujourd'hui à une mise en scène préméditée de l'interdiction de notre manifestation. Sur ce, nous tenons à alerter l'opinion nationale. En première ligne également, au niveau de notre territoire, les autorités compétentes, que cette marche-là, on va la tenir. Le collectif rappelle qu'il détient par devers, lui, le contrat qui a été signé entre le maire Moustapha Diop et le GIE. Et il met en garde toute autorité qui tenterait de falsifier ce document. Par conséquent, le collectif prévoit dès le d'introduire une autre lettre de déclaration de marche, de porter plainte auprès de l'OFNAC, de porter plainte auprès de l'IGE, d'adresser une lettre auprès du ministère de l'Environnement, parce que c'est l'environnement également qui est menacé, de saisir le juge administratif. Et en dernier ressort, nous allons adresser une lettre au président de la République. Notre seul interlocuteur demeure et reste être le maire Moustapha Diop.
Et puis vive tension au quartier Randar 2 de Ouest Foire. Les habitants s'opposent à la construction sur le seul espace vert de leur quartier. Ils disent craindre pour leur sécurité et interpellent les autorités étatiques. Voici le porte-parole El Haj Alunbay. Il s'est entretenu avec Mahmoud Diaby Gassama. Nous sommes étouffés. Nous sommes complètement asphyxiés. À cause de ces constructions-là, qui ne reposent sur rien de concret, sur rien du tout. Sur rien du tout. On vient nous étouffer, on vient nous menacer avec des nervis qui sortent leur coupe-coupe, leurs armes blanches à n'importe quel moment. Nos enfants ont même peur de sortir la nuit. C'est un problème total. Cet espace-là, c'est réservé à un espace vert. À un espace vert. Il y a beaucoup de gens qui ont tenté d'y construire à chaque fois et cela a été détruit. Par Descos. Donc, maintenant, si on se réveille un matin, on vient nous imposer une autre construction. On ferme l'autre voie de sortie en cas de catastrophe. Mais où est-ce que nous allons? En tout cas, ce que je pouvais dire, c'est que son nom circule dans le milieu. Adama Faye. Certains d'entre nous l'ont même vu venir ici à bord de son 4x4. Donc, si on nous dit, si l'intéressé fait circuler qu'il a M. Adama Faye derrière lui, on ne peut que le croire. Nous lançons un cri de cœur aux autorités de ce pays-là. Le Sénégal est un pays de droit. De grâce, respectons ce droit-là. Nous interpellons Monsieur le Président de la République, nous interpellons les autorités, en particulier le maire de Yoff. Le monde en alerte rouge, l'épidémie coronavirus prend de l'ampleur et tue 80 personnes en un mois, suffisant pour inquiéter les autorités du ministère de la Santé. Les appels à la prévention individuelle et à la vigilance. C'est un récit signé Aïcha Diarate. La propagation rapide du coronavirus inquiète le monde. En un mois, la maladie a tué 80 personnes en Chine et le décompte macabre ne s'arrête pas. Épicentre de l'épidémie, la ville chinoise de Wuhan, où est apparu le virus en décembre dernier, est désormais en quarantaine avec ses plus de 2744 cas confirmés. Même avec la détermination des spécialistes chinois à stopper ce virus, nul n'est à l'abri de ce danger rampant qui se transmet d'homme à homme par voie aérienne, par contact direct avec des sécrétions ou par intermédiaire d'un objet contaminé. Cette situation ne laisse pas de marbre l'État du Sénégal qui se veut préventif. Dès lors, le ministère de la Santé a pris des mesures de surveillance sanitaire, appelant ainsi les populations à la vigilance et à la prévention individuelle. N'empêche, quand un virus apparaît, il faut agir vite et bien, d'autant plus que les Sénégalais sont partout maintenant et particulièrement en Chine. D'autres diront, pas de panique, car la plupart sont au Guangzhou pour leur commerce et l'épidémie est centrée pour le moment en Wuhan. Certes, mais les données s'accumulent et la prise en charge très difficile. Il faudrait s'armer donc de vigilance comme en Côte d'Ivoire où un cas suspect a été signalé cette semaine. Il s'agit d'une Ivoirienne de 34 ans, étudiante à Pékin et qui a présenté des symptômes grippaux lors de son arrivée à Abidjan. Elle est naturellement mise en quarantaine en attendant des résultats des tests médicaux. Pas encore de cas confirmés en Afrique comme ce fut avec Ebola en 2015. Malgré tout, les services des maladies infectieuses et le centre des opérations d'urgence sanitaire se préparent pour barrer la route à cette épidémie qui n'a toujours pas de vaccin fiable et qui fait peur à toute la planète. Medina Nguyen dépourvu d'infrastructures de base, ce village situé dans la commune de Gassab n'a ni eau ni électricité, encore moins de structures sanitaires. Les habitants rallient la ville de Touba pour se faire soigner. Ces doléances ont été soulevées en marge de la ziara annuelle de la localité, nous dit Maoudou Matarsar. S'il y a une localité confrontée à un manque d'infrastructures de base, c'est bien Medina Nguyen. En plus d'un enclavement, le village situé dans la commune de Gassane ne dispose ni eau ni électricité. L'accès aux soins de santé est aussi un véritable problème. Les populations pour se soigner viennent jusqu'à Touba qui est à 80 km de leur localité. Des doléances soulevées en marge de la ziara annuelle. 52 ans sans eau, sans électricité, sans route, vraiment ça c'est le désastre. La population de
population souffre. Si quelqu'un est malade, il est obligé de rebattre vers Gassane ou vers Touba. De Touba à Médina-Guène, ça fait presque 83 km. Et il n'y a pas d'ambulance. On est obligé vraiment de prendre les malades ou les patients, de les mettre sur des charrettes ou bien sur des véhicules qui ne sont pas des véhicules adaptés à transporter les malades. Mais ce village-là mérite d'avoir un forage qui va nous permettre d'alimenter la population, d'alimenter nos bétails, mais aussi de faire d'autres activités, notamment l'agriculture, qui est l'activité principale de la population. Nous sommes à 4 km de Doli. Vraiment, nous sollicitons que le ranch-là soit fait pour la population, qu'il nous accorde à travailler avec l'élevage, mais à cultiver dans le ranch de Doli. Ces populations de Médina Nguéyène sollicitent l'aide des autorités étatiques. Nous sollicitons au président de la République, au gouvernement, le président Macky Sall, de façon solennelle, pour qu'il vienne en aide aux populations de Médina Nguéyène. Pour rappel, ce village de Médina Nguéyène a été créé par El Hadji Iba Gueye sur ordre de son guide El Hadji Abdoulaye Niass Khalifa en 1968. Chaque année, les talibés organisent une ziara annuelle dédiée à leur marabout. L'édition 2020 a été présidée par Serigne As Khalifa Niass. Touba Mbacké, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. Et puis à quelques jours du Magal du Ziara de Djamal, l'heure est au dernier réglage. Des talibés mourides se sont joints aux disciples de Mame Abdou Cissé Djamal pour nettoyer de fond en comble la ville avant le jour J. Rappelons que cette édition 2020 est dédiée au Khalif général des Mourides, Seigne Mountakha Bachir Mbacké. C'est un récit signé Al-Hassan Ba. Les habitants de la cité religieuse de Djamal et disciples de Mame Abdou Cissé Borom Djamal se sont associés avec des talibés mourides envoyés par Serigne Djily Mbaye pour nettoyer les artères de la ville avant la ziara prévue dans quelques jours. Mor Cissé, un des membres du comité de communication, s'explique. Cet investissement humain a pour but de rendre cette ville propre avant le jour J. Et nous magnifions cette mobilisation des talibés mourides qui sont venus apporter leur soutien pour la réussite de l'événement. Chacun d'entre nous s'est donné à fond pour que Djamal soit propre. Ces Baïfal venus sous l'ordre de Serigne Djily Mbaye ont apprécié cette initiative entre les familles religieuses et les bonnes relations qui existent depuis très longtemps. Les relations entre Djamal et la tariqa mouride datent depuis Mamor Anta Sari et Borom Djamal. Nous remercions les autorités religieuses de Djamal qui ont toujours gardé ces liens amicaux entre les familles. Le chef de village, lui, a encouragé ces opérations de set setal car, dit-il, l'islam est synonyme de propreté. Même sans événement, on doit essayer de rendre nos lieux propres, surtout chez les familles religieuses qui accueillent des milliers de fidèles chaque année. Notre religion, l'islam, aime la propreté. Pour rappel, cet événement religieux prévu le 1er février prochain est parrainé cette année-ci par le Khalif général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké. Des milliers de fidèles y sont attendus. Djamal, Al-Hassan Ba, Abdoulaye Dia, Walfadjri. Et nous en venons au dernier virage de ce 20h. C'est l'actualité internationale. Elle porte la signature de Mame Hadi Djerifal. Gambie, la situation a clairement dégénéré ce dimanche à Banjul alors que plusieurs centaines de manifestants s'étaient rassemblés à l'appel du mouvement de contestation Suyar Jotna. Les heures ont éclaté lorsque ses opposants, qui demandent le départ d'Adama Barrow, ont changé d'itinéraire et tenté de se rapprocher du centre-ville. La police a alors fait usage de gaz lacrymogène pour disperser ces manifestants, mais ces derniers ont répliqué par des jets de pierre. Le bilan de ces affrontements est encore difficile à déterminer. Fin de journée,
Keba Mané, le directeur de l'hôpital général de Serekunda, a annoncé à plusieurs journalistes la mort de 3 manifestants. Mais en début de nuit, le gouvernement gambien démentait l'information. Pas une seule personne n'est morte pendant la manifestation, assuré dans un communiqué. Et Prima Sankaré, le porte-parole du gouvernement. Près de 137 personnes ont été arrêtées lors du rassemblement. Et Prima Sankaré a aussi annoncé la fermeture de 2 stations de radio, King FM et Home Digital FM. Ces médias sont accusés d'avoir initié la violence parce qu'ils ont donné la parole au leader de Srir Jotna. D'après l'Union des journalistes gambiens, 4 journalistes ont été arrêtés. Coronavirus, le ministère ivoirien de la Santé a annoncé que les autorités sanitaires s'occupaient d'un cas suspect de coronavirus en Côte d'Ivoire, un étudiant non identifié qui est rentré samedi de Pékin vers ce pays d'Afrique de l'Ouest subit de nouveaux tests après avoir présenté des symptômes de grippe. S'il est confirmé, il s'agira du premier cas de ce virus mortel en Afrique. Le virus qui est apparu pour la première fois dans la ville chinoise de Wuhan s'est propagé à plus de 2000 personnes et en a tué 56. La femme de 34 ans est actuellement en isolement, ont déclaré les autorités. Affrontement à Beyrouth, des manifestants ont tenté ce 27 janvier au matin de bloquer l'accès au Parlement du Liban sans y parvenir. Les députés examinent projet de budget sur fond de grave crise économique au Liban. Colère et incompréhension des quelques centaines de manifestants qui se sont mobilisés aujourd'hui devant le Parlement de Beyrouth. Un nouveau gouvernement vient d'être nommé au Liban et pourtant un projet de budget est examiné, un texte élaboré par la précédente équipe qui a démissionné en octobre sous la pression de la rue. Le blocage a donc échoué, mais des incidents ont bel et bien eu lieu avec des jets de pierre en direction des forces de l'ordre qui ont fait, usage de lacrymogène. Plusieurs personnes ont été blessées, l'un d'entre eux saignait du visage. Les forces de sécurité ont procédé à des arrestations. Merci à vous, Mme Khadija Rifal. Ainsi s'achève ce 20h, présenté avec un immense plaisir. Moussa Diop Bassengay s'installe tout de suite pour la dernière partie de l'édition du soir. Je vous retrouve demain pour d'autres informations. Au revoir.